noyau qui avait commencé à se former, qui est ferreux. C'est pour ça qu'il va y avoir des astéroïdes de genre ferreux, etc. Et aussi des mélanges. D'accord? Ça paraît évident hein, maintenant. Hein. Alors, il y a toutes les tailles. La plus grande, c'est Cérès, 1000 km de diamètre, jusqu'au grain de poussière. Par contre, la masse totale des astéroïdes de la ceinture est évaluée à 1/10 de la masse de la Lune, à peu près. Donc, c'est pas énorme. Hein. Mais ils sont approximativement 1 million d'un diamètre supérieur à 1 km. Alors là, j'avais calculé, ça c'est moi qui ai fait, c'est une distance moyenne entre deux astéroïdes, 10 millions de kilomètres. Vous voyez, 25 fois la distance Terre-Lune. Donc, mais c'était un problème. Pour ceux les plus anciens qui sont ici, qui se rappellent les sondes Pioneer qu'on a envoyées dans le fond du système solaire, on ne savait pas si on allait oser traverser la ceinture d'astéroïdes avec les sondes Pioneer et Voyager. Il y avait beaucoup de scientifiques américains qui voulaient qu'on fasse ça. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus de la ceinture d'astéroïdes. Hein, comme quoi, vous voyez, alors qu'en fait, c'est vide. Au contraire, on cherche les astéroïdes quand on va dans cette zone-là. On aimerait bien en trouver un et on a beaucoup de mal à dévier la trajectoire d'une sonde pour passer devant un astéroïde. Voilà d'ailleurs alors une très belle photo qui correspond à la plupart des astéroïdes qu'on a déjà imagés. Hein. Alors, vous voyez le plus grand ici, il doit faire une centaine de kilomètres, c'est Lutetia, imagé par Rosetta, je crois, quand on est passé devant il y a quelques années. Et vous voyez tout un tas de choses. Hein. On avait les tout petits. Hein. Ça c'est quoi? C'est mon favori. Il est où mon favori? Ah, il est là. Il est tout petit, 500 mètres. Itokawa, les Japonais, je vais vous montrer ce qu'ont fait les Japonais, ils sont formidables. Et là, c'est des noyaux de comètes. Elle est belle, hein, cette photo. Hein? Alors, le plus gros, c'est Cérès, on en a parlé, imagé par Hubble, ici. Voilà. Alors, on pense qu'évidemment, là, c'est de la glace, hein, quelque chose comme ça. Je passe un peu. Ça, c'est un astéroïde qui a un satellite astéroïde. Voilà. Vous voyez, un petit là. Un Gaspra, un autre. Ah, ils ont tous des allures de patates ou de cacahuètes. Hein. Ah. Il est beau celui-là, on voit des traces de choc. Normalement ici. Un gros cratère ici. Eh ben ça, c'est pas un astéroïde. Enfin, moi je dis que c'est un astéroïde, mais en fait, c'est un satellite de Mars. Hein. C'est Phobos. Mais on pense que Phobos, c'est un satellite, c'est un astéroïde capturé. Comme Phébé, satellite de Saturne, etc. etc. Voilà. Alors, il y a en gros 160 000 astéroïdes. Voilà. Répertoriés, mais on en découvre peut-être pas mis à nom. Alors, par contre, dans les astéroïdes, il y en a qui sont dangereux. C'est ceux qu'on appelle en français les géocroiseurs. Géo-croiseurs, hein, géo la Terre, croiseurs. En anglais, les NEA, Near Earth Asteroid. Et parmi ceux-là, il y a les tueurs. Hein, ceux qui sont potentiellement dangereux. Et voilà, une autre représentation de la ceinture d'astéroïdes. La verte, c'est la ceinture, mais la rouge, vous voyez, nous, on est là, sur cette orbite-là. Hein? Et vous voyez, tous ces points rouges, ce sont des satellites géocroiseurs, des astéroïdes géocroiseurs qui croisent de temps en temps l'orbite de la Terre. Bon, pas de panique, hein, on n'est pas toujours au moment sur notre orbite où l'astéroïde va passer. Mais vous vous rendez bien compte que plus il y en a, plus on a de chances qu'un jour, on viendra. Hein? D'accord? Donc il faut les étudier et voilà comme on les étudie, on est capable de les lister, d'étudier leur orbite et de prédire la probabilité de choc, d'impact avec la Terre. Alors en gros, qu'est-ce qui est marqué là? Un corps de 1 km a une probabilité de nous frapper en moyenne tous les 500 000 ans. Un corps de 10 km tous les 10 millions d'années,
etc. Alors, 1 kilomètre, ça commence à faire du mal. Hein. L'astéroïde qui a creusé le météocratère, il faisait que 30 mètres. Hein. Bon, il n'a pas fait beaucoup de dégâts, hein, mais vous voyez, ça fait quand même... voilà. Alors, les traces sur Terre, il y a très peu de traces, parce que sur Terre, on a une chance extraordinaire. On a l'air, l'eau, le vent, ce qui s'appelle l'érosion. Donc, presque toutes les traces ont été effacées, sinon, on serait comme la Lune. La Lune, ce sont des traces qui datent de milliards d'années, d'impact avec des astéroïdes et des comètes. Alors, ces cratères d'impact, en fait, sur Terre, on les appelle des astroblèmes. Alors, ça veut dire quoi? Astro, ça veut dire de l'astre, et blême, ça veut dire blessure. Et voilà quelques-uns, juste pour vous amuser, là. Le plus connu, c'est le météocratère, tombé il y a 25 000 ans en Arizona. En fait, on s'en est aperçu très tardivement que c'était un cratère d'impact. Et c'est le célèbre Shoemaker, de la comète Shoemaker-Levy, qui a prouvé que c'était le cas. Le plus grand, Redford, alors là, il fait 150 km de diamètre. L'Afrique du Sud, il se voit que de l'espace, je crois. Le plus beau, moi je préfère, Manicouagan, au Canada. Là aussi, il se voit que de l'espace, je crois. Le plus français, celui de Rochechouart. Hein. Et on pense que celui de Rochechouart, celui de Manicouagan, c'était le même astéroïde, c'était la même astéroïde qui a donné l'impact, parce qu'à l'époque, il y a 210 millions d'années, ils étaient sur la même latitude. Ah ben voilà, tiens, ils étaient sur la même latitude, l'Europe et l'Asie, et c'est le même impact, enfin le même corps qui a donné ces trois impacts. Amusant. Alors, ça devient moins drôle. Apophis, on a découvert ça il y a quelques années. C'est un astéroïde géocroiseur qui, au début, on pensait qu'il allait percuter la Terre le vendredi 13 avril 2029. Alors, après avoir peaufiné son orbite, oui, parce que là, on a vraiment travaillé, parce qu'on avait peur, hein, on s'est aperçu qu'il va nous louper en 2029. Mais, si on n'a pas de chance, et qu'il passe dans une position bien particulière de l'orbite terrestre qui s'appelle le trou de serrure, il va revenir en 2036, et là, il risque peut-être d'impacter la Californie ou le Pacifique. Voilà. Et il risque de passer très près. Hein. Donc voilà ses caractéristiques. Il ne va pas détruire la Terre hein, s'il impacte la Terre, hein, mais la région qui va le recevoir sur la figure, ça ne lui fera pas du bien. Si c'est aux États-Unis, ça peut détruire un tiers des États-Unis, hein, un truc comme ça. Ça n'a pas ça ne va pas détruire la Terre, ça ne va pas faire comme pour les dinosaures, hein, mais l'impact va créer, alors si c'est dans le Pacifique, ça va créer un tsunami géant qui va complètement détruire la côte pacifique des États-Unis et du Canada. Si c'est sur Terre, ça va créer des nuages de particules qui vont bloquer le Soleil pendant plusieurs semaines, ou au moins dans cet endroit. Bon, ça ne va pas être agréable. Alors je vous dis tout de suite, il y a très 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 peu de chance. Hein. Maintenant, plus on avance, plus on connaît sa trajectoire et moins on pense qu'il va y avoir quelque chose. Voilà la trajectoire de 2036. Oui, je vous montre ça. En 2029, ça va être embêtant parce que ça passe pas loin de la France. S'il avait touché, là, vous voyez, on est là. Par contre, en 2036, c'est plutôt cette zone-là, c'est un peu plus loin. Voilà, bon. Alors, suite à ça, quand même, le public s'est un peu réveillé en se disant que il faudrait peut-être étudier un peu